Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui commence à être abordé par une certaine presse, par un certain média, alors que ça fait quand même depuis la mi-juillet que la question est en débat à l'Assemblée nationale. Avait déjà été voté et passé au Sénat. Le Sénat a fait une lecture, a fait des modifications et là repasse actuellement à l'Assemblée nationale pour le vote final. Je veux parler de la fameuse loi bioéthique. Et dans cette loi bioéthique, eh bien, on a deux éléments, et non des moindres, qui sont les possibilités de réglementer ou d'ouvrir la porte à l'accès à la PMA et la GPA. Alors la PMA en particulier, qu'est-ce que c'est? La PMA, c'est la procréation médicale, médicalement assistée, que les professionnels préfèrent plutôt appeler AMP, c'est-à-dire assistance médicale à la procréation. Pour ceux qui seraient un petit peu ignares de la question, je rappelle, la PMA, c'est la possibilité de permettre à des parents d'avoir accès à l'enfant, c'est-à-dire de pouvoir procréer, alors que les couples ont des difficultés ou des problèmes spécifiques qui ne leur permettent pas de procréer de façon naturelle, c'est-à-dire que c'est souvent soit l'homme qui est stérile ou soit la femme qui a des problèmes avec ses ovocytes, et donc on assiste ces personnes à pouvoir avoir un enfant. Alors soit on prend un ovocyte d'une femme et puis on prend le sperme et puis on fait, voilà, on met du sperme on met un sperme un spermatozoïde dans l'ovule et après on remet ça dans l'utérus de la mère, et inversement, voilà, tous les différents procédés qui permettent justement d'accéder à la possibilité de pouvoir mettre une femme enceinte par des procédés médicaux, des procédés artificiels, si on peut dire ça, au-delà de la procédure naturelle. Évidemment, le problème de la PMA, c'est que la PMA doit pouvoir aussi s'ouvrir à un certain nombre de catégories d'individus qui ne sont pas dans le cadre hétérosexuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, pour les couples lesbiens, eh bien, la possibilité de pouvoir avoir accès à la PMA pour bien pouvoir tout simplement avoir un enfant. Autre catégorie également qui semble concernée, ce sont les femmes seules. Voilà, c'est-à-dire la PMA, et c'est justement ce qui fait un petit peu débat depuis cette loi bioéthique, c'est que la PMA soit accessible également à des femmes seules, c'est-à-dire que n'importe quelle femme aurait la liberté, le droit fondamental, eh bien, d'être enceinte sans être obligée de passer par la filière classique, on va dire, pour avoir un enfant. Alors, évidemment, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que, après, c'est le problème de sensibilité, de culture, etc. Moi, je vous dirais personnellement que toutes ces personnes puissent avoir accès à la PMA. Franchement, je dirais qu'à la limite, c'est pas, pour moi, ça me pose aucun problème. Je veux dire que ce soit des couples hétéros qui puissent avoir l'assistance médicale pour pouvoir avoir un enfant, que ce soit pour des couples lesbiens, ou que ce soit même pour des femmes seules, à la rigueur, pourquoi pas? Je veux dire, moi, ça me pose aucun problème. Au contraire, je pense que ça permettrait justement de mieux cadrer, on va dire, le processus, puisque actuellement il faut savoir que les femmes seules, et je pense que les couples lesbiens actuellement, pour l'instant, peuvent avoir accès à la PMA, mais là où ça pose problème, c'est que la PMA n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Et pour l'instant, c'est ce qui fait justement débat, c'est-à-dire que seuls les couples hétéros ont un remboursement par la sécurité sociale, et non pas les couples lesbiens et les mères célibataires. Rectifiez-moi si je me trompe, hein, n'hésitez pas. D'où la problématique, c'est que comme tout ce qui concerne la PMA et la GPA, chaque pays de l'Union européenne ne sont pas régis par des règles européennes, c'est-à-dire que chaque pays peut adopter ses propres lois, et bien vous avez des pays qui sont beaucoup plus souples en ce qui concerne le processus, et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de femmes qui vont, que ce soit des femmes lesbiennes ou des femmes hétéros, mais qui ne veulent pas être obligées de devoir rendre des comptes au mâle, eh bien elles vont en Espagne, en Italie, je crois, en Grande-Bretagne aussi, je crois qu'ils le font. Mais évidemment, ça coûte
très cher. Et donc, de ce fait, en matière de droit par rapport à la médecine, en matière de droit et d'égalité vis-à-vis de la santé, c'est pour cette raison que la loi bioéthique voudrait pouvoir légaliser et mettre une équité, quelle que soit la catégorie sociale, par rapport à toutes les personnes qui souhaiteraient pouvoir avoir accès à la PMA. Donc voilà, c'est vraiment le sujet, c'est un sujet qui fait beaucoup de débat actuellement, et je le rappelle, c'est un sujet qui fait débat par rapport aux sensibilités de chacun. Il est évident que pour un certain nombre de gens, alors je prends les catholiques purs et durs, vraiment les très cathos, évidemment ça leur pose un problème éthique par rapport à ça, contrairement à la majorité certainement des catholiques qui eux sont contraires, sont certainement beaucoup plus ouverts et beaucoup plus tolérants sur ce processus, même ne serait-ce que pour des couples lesbiens à proprement dit. Et vous avez le problème de la GPA. Alors la GPA, c'est la gestation pour autrui. Gestation pour autrui, c'est tout simplement le terme technique qu'on a trouvé pour remplacer le terme de mère porteuse, c'est-à-dire la possibilité à des parents, à l'origine hétéros, dont aucun des deux ne peut, en effet, ou pour des raisons en effet de santé, ou peut-être des raisons, voilà, pour des raisons diverses, la mère ne peut pas porter d'enfant, ou le père est stérile, et c'est un choix. Voilà, ça fait partie, je dirais, des processus progressistes qui permettent à des parents que si le père, lui, peut en effet être peut fonctionner en fait naturellement, mais que c'est un problème par rapport à la femme qui voilà, ne se sent pas ou ne veut pas, ou voilà, je veux dire, c'est aussi bien des problèmes d'ordre métabolique, pathologique, mais aussi psychologique. Hein, je veux dire, on ne va pas obliger des femmes dans un couple d'avoir un enfant ou d'enfanter si psychologiquement ça lui pose un problème. Donc voilà, pour tous ces cadres-là, on a la possibilité de faire la pratique de ce qu'on appelait encore la mère porteuse. Mais là encore, le problème de la mère porteuse, le problème de la GPA, c'est que c'est extrêmement réglementé et ça demande des processus évidemment très élaborés administrativement et surtout pour sécuriser le processus. Mais là encore, ça pose un problème. Ça pose un problème éthique, c'est-à-dire que pourquoi les couples hétéros auraient la facilité par nature d'avoir des enfants, alors que ceux qui ont un processus particulier vis-à-vis de ce souhait d'avoir un enfant, mais sans être obligé, sans devoir utiliser ou de pratiquer les méthodes naturelles, aurait-il, je dirais, l'obligation de subir des tests, de subir surtout des tests psychologiques, etc. Alors que, qu'est-ce qui pose problème vis-à-vis à la fois de la PMA et de la GPA? C'est le fait que déjà chez les hétéros, on a déjà pas mal de problèmes. Problème, c'est-à-dire que on ne peut pas interdire aux gens d'avoir des enfants. Même si on considère que certaines personnes ne sont pas suffisamment matures, ne sont pas suffisamment responsables, ou n'ont absolument aucune idée de ce que ça engage. Et je pense que vous qui me regardez cette vidéo, je suis sûr et certain que vous avez dans vos entourages, ou même vous avez connu des gens de ce type-là, c'est-à-dire des gens qui ont eu des enfants et dont les enfants ont fini par trinquer finalement psychologiquement du fait qu'ils n'étaient absolument pas du tout préparés, qu'ils n'étaient pas du tout suffisamment matures. Alors je prends l'exemple de certaines mères célibataires qui ont réussi à se faire un enfant dans le dos de certains hommes qui finalement se sont rendus compte que c'est une responsabilité, qu'il faut assumer, mais que comme c'est des gens assez dilettantes et que c'est des gens qui préfèrent s'amuser plutôt que de rester le week-end avec leur gamin et s'occuper de leur gamin, et bien refourguent le gamin le week-end aux grands-parents, et qui après quelques années comprennent pas pourquoi le gamin finalement les déteste. Hein, et inversement, je veux dire, c'est aussi des pères qui sont absents, hein, ou des pères qui sont présents mais qui sont totalement absents sur le plan affectif, sur le plan de la responsabilité, sur le plan de l'éducation, etc. Enfin, je ne vais pas faire un étalage de tous les problèmes
problèmes aujourd'hui que l'on peut rencontrer chez certains couples hétéros et qui malheureusement ont pour conséquence de mettre dans la société des individus qui parfois ne sont pas détectés suffisamment tôt, des enfants et des gamins qui vont grandir, qui vont devenir des adolescents et qui vont devenir en effet des individus à problème. D'ailleurs, ça rejoint plus ou moins d'ailleurs le problème des incivilités, le problème de l'éducation, etc. Parce que finalement, il y a quand même une grosse part de la part des parents, une grosse part de la responsabilité parentale dans le comportement incivique, violent, barbare, sauvage de certains gamins. C'est pas que la société qui est responsable sur le plan social. Le social a sa part de responsabilité, mais pas seulement. Enfin, on ne va pas revenir sur le sujet. Donc voilà, le problème de cette loi bioéthique, c'est d'un côté d'essayer de régulariser une situation par rapport à un certain type d'individu, d'un certain genre d'individu, mais évidemment il y a beaucoup de résistance sur le plan éthique, c'est-à-dire la responsabilité de dire ok, on est d'accord sur le fait de permettre à des individus d'avoir l'équité, d'avoir l'égalité du droit par rapport au fait d'avoir des enfants, par des méthodes, par des outils médicaux, mais derrière, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de légitimer ou d'engager ou de risquer de donner une légitimité à un processus pour permettre à des gens, finalement des gens d'avoir un jouet finalement, c'est-à-dire de satisfaire un plaisir, de satisfaire un désir, de satisfaire à cette envie qu'ont certaines personnes à vouloir des enfants, mais finalement sans y être vraiment préparé et parfois sans en avoir la psychologie, sans en avoir la responsabilité ou la maturité. C'est justement sur ce point-là. Alors, évidemment, les mouvements féministes, les mouvements LGBT, etc., eux, veulent forcer, parce qu'ils veulent absolument l'égalité et ce droit fondamental à l'accès à la PMA et à la GPA. Je vais revenir sur la GPA parce que ça pose aussi un autre problème quand même non négligeable. C'est que eux n'arrivent pas, je dirais, eux, ils défendent un bout de gras, ils défendent leur beefsteak idéologique, on comprend bien la chose. Et de ce fait, ça amène cette ambiguïté de dire, voilà, on sait qu'il y a déjà un problème chez les hétéros, on ne va pas interdire, on ne va pas faire comme ils ont fait en Chine, c'est-à-dire la culture de l'enfant unique, etc. Dans ce cas-là, on n'est plus dans un pays de liberté, on n'est plus dans une démocratie. Mais d'un autre côté, en effet, ça pose un problème légal, d'égalité, voire même un problème constitutionnel vis-à-vis de l'individu en tant que citoyen. C'est-à-dire que les citoyens lesbiens ou les citoyens mères célibataires, finalement, n'ont pas le même droit que les hétéros de pouvoir avoir accès à des assistances médicalisées pour avoir des enfants. Voilà le fond du problème, si vous voulez. Et puis, concernant la GPA, donc là j'y viens, c'est que la GPA, pareil, c'est que la réglementation de la GPA, c'est-à-dire que ça permettrait à des couples gays, c'est-à-dire des couples hommes, d'avoir des enfants. Puisque techniquement, évidemment, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Bon, techniquement, on peut avoir des enfants, mais est-ce que, voilà, je pense que sur le principe de la mère porteuse, sur le principe de la GPA, on comprend bien un petit peu la subtilité de la question, où là encore, il faut s'assurer au moins de la capacité du couple gay de pouvoir avoir cette liberté et cette égalité de droit pour avoir des enfants. Oui, bien sûr, il est hors de question de faire du cliché vis-à-vis des couples gays. Il y a beaucoup de couples gays qui ont beaucoup d'amour, qui sont des êtres très responsables, qui sont des êtres très matures, et qui aujourd'hui, pour certains d'entre eux, réussissent à avoir des enfants, et les enfants réussissent à s'épanouir non sans mal, parce que
on est quand même dans des sociétés plus ou moins basées sur des principes hétéros, patriarcales, comme certains diraient, sans compter aussi tous les problèmes, d'autres problèmes sociétaux qui s'incrémentent également et culturels, mais ça pareil, on va pas revenir dessus. Donc voilà, ça pose en effet un problème qui est limite, qui touche un petit peu à la Constitution, puisque en tant que citoyen, à partir du moment où on reconnaît l'égalité au niveau de l'état civil, dans l'égalité des droits en tant que citoyen, que vous soyez hétéro, gay ou lesbien, mais pourquoi les hétéros auraient-ils le droit d'avoir accès beaucoup plus facilement à la GPA plutôt que les couples gays, même les couples lesbiens à la rigueur, puisque peut-être en effet des couples lesbiennes peuvent très bien avoir le droit d'accéder à la GPA, c'est parce que les deux personnes en question ne veulent pas utiliser des procédés naturels pour enfanter d'elles-mêmes. Elles préfèrent utiliser une autre personne pour avoir un enfant. Alors je ne vais pas revenir sur les technicités en ce qui concerne la PMA, la GPA, etc., parce que voilà, ça dépend aussi des différents cas. Mais concernant cette affaire, donc là je viens de vous donner un petit peu les éléments de réflexion sur cette polémique qu'il y a aujourd'hui concernant la loi bioéthique. Mais en fait, ce dont je viens de vous expliquer concernant la PMA et la GPA, ce sont que des problèmes, on va dire, administratifs, voire de réglementation. Parce qu'en réalité, il y a un autre problème. Et ce problème-là, aucun média, je viens de relire encore des articles dans le Figaro, dans le Monde, et il n'y en a aucun qui fait allusion à un autre problème. Cet autre problème se résout en deux éléments très importants. C'est que cette loi bioéthique, qui doit normalement être votée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, donc ça veut dire qu'une fois qu'elle est votée, ça y est, paf, elle rentre dans le journal officiel, c'est qu'il y a une modification du statut de l'enfant. C'est-à-dire qu'en réalité, l'enfant devient un être humain, une forme de vie avec une certaine codification, une certaine éthique, etc. Sauf qu'on retire cet aspect éthique, biologique, pour en faire une marchandise. Pourquoi une marchandise? Mais tout simplement parce que la PMA, la GPA, c'est un marché énorme en ce qui concerne la France. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en France, la santé, et là on revient au régime de santé, au système de santé français, pour assurer une certaine sécurité, pour assurer une certaine crédibilité, en France, il y a certains processus médicaux qui ne peuvent passer que par des réglementations, des cadres bien précis, sur lesquels l'État, c'est-à-dire le législateur, l'État et le législateur, ont un droit de regard. Alors que dans un certain nombre d'autres pays, cette notion a été libéralisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des sociétés, vous avez des organismes de santé privés qui se sont octroyés ce marché. Et à partir du moment où vous créez un marché, et bien le marché, il y a un service ou un produit. Et là, vous avez les deux. Parce que vous avez le service et le produit. Le produit étant l'enfant. C'est-à-dire que les parents ou les personnes LGBT qui vont vouloir un enfant vont aller voir ces organismes qui vont leur vendre une prestation, qui va leur permettre de vendre un enfant. Je vais vous donner aujourd'hui une situation qui est vraiment tout à fait symbolique d'en réalité ce qui se cache derrière le rideau de la loi bioéthique. Je vais vous donner l'exemple de ce qui se passe en Californie, aux États-Unis. La Californie est aujourd'hui considérée comme l'État des États-Unis le plus progressiste qui existe, le plus libéral. Et dans cet état d'esprit, il y a
un certain nombre de lois éthiques qui ont été brisées pour ouvrir le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des cliniques, on va appeler ça des cliniques privées, qui offrent un service à des parents hétéros, enfin des parents, des couples, même voire des mères célibataires, la prestation tout simplement de la PMA et de la GPA. À ceci près, c'est qu'ils en sont arrivés aux États-Unis à ce que l'on appelle l'eugénisme. Qu'est-ce que l'eugénisme? Eh bien, c'est tout simplement la sélection. C'est-à-dire que vous choisissiez sur un catalogue ce que vous voulez. Et le problème de ce système, on en a eu un il y a quelques mois, de parents qui, au bout de 2 ans, ont décidé de rendre l'enfant qu'ils ont eu parce que l'enfant était trisomique. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. J'essaierai de retrouver l'article concernant cette affaire. Je crois me souvenir que c'est parce que le gamin était trisomique ou autiste, et parce que les 2 parents, en réalité, ne pouvaient pas gérer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu un enfant. Manque de bol, l'enfant qu'ils ont eu a été... Alors je crois que c'est l'autisme. C'est avéré est un autiste, et tout d'un coup, là, défaut. Le produit a un défaut. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le produit, on le rend, on n'en veut plus. Vous voyez la notion? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en train de se passer avec la loi bioéthique en France, c'est le premier pas pour ce qui va devenir à un moment donné un marché colossal pour la France. Je rappelle, le système de santé français est un système public. Même si vous avez des organismes privés, vous avez des cliniques privées, etc. Mais elles doivent rendre des comptes aux législateurs. Alors que si vous libéralisez la santé en France, là vous ouvrez la porte à des tas de sociétés qui vont venir s'implanter en France, qui vont faire des offres de services en tout et pour tout, aussi bien pour de la chirurgie plastique, etc. Parce que pareil, la chirurgie esthétique, aujourd'hui en France, elle est très réglementée. C'est pour cette raison que vous avez des gens qui vont en Roumanie, en Bulgarie, voire même en Tunisie ou au Maroc, je crois, pour se faire rafistoler. Parce que en France, quand vous voulez vous faire rembourser par la sécurité sociale pour une chirurgie plastique, il y a un moment donné, il faut quand même que la chirurgie plastique, elle est un sens. C'est pas juste parce que vous voulez vous faire grossir les lèvres ou vous faire grossir les seins, etc. Il y a tout un processus, même si des personnes réussissent à le faire. Elles réussissent à le faire, mais ça coûte cher. C'est-à-dire que là, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ce qui est remboursé par la sécurité sociale, c'est quand la chirurgie esthétique est considérée comme une chirurgie réparatrice. C'est-à-dire que les femmes qui ont un cancer du sein et qui se sont fait comment on appelle ça, amputé, c'est pas le mot exact, enfin, qui malheureusement perdent un sein ou voire les deux, eh bien elles peuvent avoir le bénéfice par protection sociale, par la protection de la sécurité sociale, de pouvoir se faire une chirurgie réparatrice, comme se le sont fait un certain nombre de célébrités. Par exemple, je prends l'exemple d'Angelina Jolie, par exemple, Angelina Jolie qui a bénéficié de cette chirurgie réparatrice. Mais quand il s'agit de délire de certaines personnes qui veulent toujours des seins toujours plus gros, etc., mais ça, elles vont dans des cliniques privées ou elles vont à l'étranger parce que c'est moins cher. Donc vous voyez, là on est dans un processus en France où on a quand même un certain nombre de barrières, on a quand même un certain nombre de sécurités, mais que ces sécurités, vous avez aujourd'hui le système capitaliste ultra-libéral qui veut faire sauter ces sécurités pour, c'est open bar, comme ce qui se passe en Californie. En Californie, on part du principe que vous pouvez créer une activité commerciale, vous pouvez créer votre business sur de la chirurgie plastique, sur de la PMA, sur de la GPA, etc. Bon, par contre, si ça merde, nous, en tant que législateurs, on vous tombe dessus, on vous demande des comptes, etc. Mais voilà, vous gérez votre truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle sanitaire, il n'y a plus de contrôle sur les procédés, il n'y a plus de contrôle, etc. Ce qu'on a en France. Mais en France, ça, c'est pareil. Ça, on veut le détruire.
hein, on veut libéraliser, hein, dans l'absolu. Et ce qui fait donc qu'aux États-Unis, donc en Californie, eh bien, aujourd'hui, il est tout à fait naturel en Californie de faire de l'usage de l'eugénisme. C'est-à-dire le choix. C'est-à-dire vous pouvez choisir la couleur des cheveux, la couleur de peau, etc. Il y a même, alors c'est ça qui est formidable, hein, parce que là on est en plein BLM actuellement aux États-Unis, vous avez des couples afro qui décident de choisir d'avoir un enfant blanc. Et inversement, vous avez des couples blancs qui, parce que voilà, c'est dans leurs idéologies, dans leur façon de voir les choses, leur façon de contribuer à la société multiraciale et multiculturelle, décident d'avoir un enfant afro. Alors, on dirait, oui, mais il y a bien des parents qui adoptent des enfants afro, etc. Là, c'est de l'adoption. Là, l'adoption, c'est quelque chose de différent. L'adoption, c'est à la fois la possibilité pour chacun de, non seulement d'avoir un enfant, alors, ça dépend des âges, hein, etc. Parce que vous ne pouvez pas accéder à un processus naturel, ou encore parce que peut-être la femme ne veut pas enfanter, etc. Donc le choix de l'adoption est une bonne solution. Mais autant que ça serve l'intérêt d'un enfant, qui plus est d'un enfant qui vient d'un pays où malheureusement c'est un enfant qui a été abandonné alors qu'il était bébé, qui est dans une société ou dans un pays qui fait que autant adopter ce genre d'enfant pour lui donner une meilleure chance dans la vie, etc. Et je veux dire, ça c'est tout à fait honorable. Donc que des couples blancs prennent des Afro-Africains ou des Asiatiques, etc. Et je veux dire, ailleurs, très très bien. Même si, après, dans l'avenir, ça pose certains problèmes où vous avez par exemple ce député Joachim Sonneforger qui est français, hein, nationalité française, etc. Mais qui sait maintenant aujourd'hui, il sait qu'il est d'origine coréenne, je crois. Donc voilà, je veux dire, mais il y a des gens qui le vivent très bien. Je veux dire, à partir du moment où les parents, comme je le dis, on en revient toujours au problème de la responsabilité, de la maturité. À partir du moment où vous avez des parents qui possèdent ces éléments-là pour pouvoir donner une éducation et de l'amour aussi à des enfants, bon, il arrive un moment où, évidemment, l'adoption apporte un élément supplémentaire délicat, c'est le jour où il faut dire les choses, le jour où il faut annoncer à l'enfant qu'il n'est pas l'enfant biologique. Évidemment que ça posera à un moment donné la question très très tôt pour un enfant qui est noir et qui a deux parents blancs, et ça rejoint exactement le même problème avec les gays par exemple. Vous avez des gays qui peuvent adopter des enfants noirs ou asiatiques. Donc évidemment le gamin au bout d'un moment, quand il commence à avoir une vie sociale, quand il commence à développer sa vie sociale, pour lui ça va être 2 fois plus dur. Pourquoi? Parce que les autres gamins à un moment donné vont lui faire prendre conscience qu'il y a un souci. Il y a un souci quelque part avec les parents. T'es noir, tes parents ils sont blancs, ça va pas. Enfin bon, voilà, c'est pareil, là encore une fois, on en vient à la maturité, à la responsabilité à un moment donné d'assumer cet instant crucial pour aider justement le développement de l'enfant et lui faire comprendre, accepter, appréhender cette particularité qu'il a en tant qu'individu, mais qui ne change en rien sur ses droits, sur sa capacité à être respecté, à être considéré l'égal des autres. C'est pas parce que vous avez des parents gays ou lesbiens, etc., que le gamin il doit se sentir... Ça c'est aussi un travail qui est encore à faire, hein, qu'on soit bien clair, même si aujourd'hui il y en a certains qui prétendent qu'on est en train de le faire. Oui, mais vous ne le faites pas de la bonne manière, c'est-à-dire que c'est fait de façon un peu plus idéologique, un peu plus brutale que de le faire de façon intelligente. Là on n'est pas dans de l'éducation, on est dans de l'idéologie, hein. Je veux dire, quand on envoie des gamins assister à des spectacles de trance ou assister à des prestations sur la naissance, etc. Enfin, avec des aspects quand même assez
excusez-moi, pour moi, c'est un peu malsain, si vous voulez, comme je le dis, là on est dans une prestation qui n'a rien du domaine de l'éducation, mais bien de l'idéologie, de la propagande. Hein. C'est bien de la propagande qu'on est en train de faire sur les gamins. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de juste mesure, si vous voulez. Voilà, on impose l'idée, voilà, c'est comme ça, il faut que tu l'acceptes comme ça, et ne réfléchis pas sur cette chose-là. Alors qu'au contraire, il faut que le gamin le comprenne de lui-même. Il ne faut pas qu'on lui impose les choses. Hein. En règle générale, dans l'éducation nationale, ou même dans l'éducation simple de la part des parents, si vous imposez des choses à des gamins sans qu'ils les comprennent, c'est là que ça clash. C'est là qu'à un moment donné, il va y avoir un conflit chez certains qui vont entrer vraiment en résistance. C'est-à-dire que pourquoi on m'impose un truc que je ne comprends pas? Donc il faut apprendre le gamin. C'est-à-dire que vous savez, c'est comme quand un gamin, vous lui dites attention, touche pas le feu parce que tu vas te brûler. Si vous le dites 10 fois, mais de toute façon, le gamin brûlé, pour lui, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Donc, par contre, si vous prenez la main du gamin et que vous l'approchez du feu pour que le gamin, à un moment donné, sente bien la chaleur et sente pas la douleur, je ne dis pas de mettre la main dans le feu, faut pas, mais que le gamin apprenne de lui-même, qu'il sente, qu'il ressente les choses pour bien coordonner ensuite le propos qu'on lui dit et le ressenti que ça amène chez lui par rapport à un danger, là voilà, ça fait partie de l'éducation. Mais comme malheureusement vous avez beaucoup de parents qui préfèrent se contenter de dire non, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, sans éduquer réellement le gamin sur le pourquoi de ne pas faire ça, pourquoi interdire ça, pourquoi éviter de faire ça. Eh bien, dans les processus scolaires, aujourd'hui, vis-à-vis de l'évolution de la société concernant les LGBT, etc., on constate que c'est exactement l'erreur qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils imposent une idée, mais le gamin, il y en a certains qui vont dire, mais attends, pourquoi on m'impose cette idée? Pourquoi c'est comme ça? Donc après, évidemment, si derrière vous avez des parents qui, pareil, en ont rien à foutre, manquent de maturité, ou n'ont pas le temps, ou ne s'occupent pas de leur gamin, le gamin se retrouve on va dire dans une sorte d'obscurité, de flou total sur certains sujets, et il suffit qu'en plus avec l'internet, il suffit qu'il aille sur internet puis qu'il voit un propos qui estime que c'est pas normal, que c'est des gens malades, que etc. Bon enfin voilà, je veux dire, et c'est le même processus que vous avez chez les adultes. Hein. Vous avez des adultes, des fois, qui prennent des informations comme argent comptant, qui ne réfléchissent pas, qu'à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas logique, ça n'a pas de sens. Même s'il y a des éléments intéressants de réflexion, mais c'est pas pour autant que ces éléments de réflexion, c'est la vérité. Hein. Ça peut aider à la réflexion, ça peut aider au débat, mais c'est pas des vérités absolues. Bon, dans les processus aujourd'hui LGBT, en matière de propagande, aujourd'hui c'est pour ça que je dis c'est de la propagande. On n'est pas dans de l'éducation, on est bien dans de la propagande. Donc, cela aidant, quand vous avez des enfants adoptés ou des enfants nés par gestation assistée par autrui, c'est-à-dire que finalement à un moment donné, en grandissant, le gamin, il va quand même se poser la question, mais attends, normalement, je viens de comprendre qu'un enfant, c'est le résultat de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Or, mes parents sont deux pères, forcément, c'est pas eux qui m'ont mis au monde. Forcément, l'enfant, à un moment donné, va dire, mais qui est ma mère? C'est-à-dire que là encore, on va être confronté, on est déjà confronté à ce problème-là. Alors si vous avez des parents, comme je le dis, des parents gays ou lesbiens qui sont intelligents, matures, etc., et qui vont aborder le sujet, qui vont essayer d'expliquer, etc., et après laisser l'enfant assimiler les choses, et finalement faire ses choix, prendre ses décisions. Si le gamin, par rapport à des couples gays, si le gamin il veut savoir qui est sa mère, etc., le couple gay, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? S'il veut vraiment connaître sa mère, mais vous en avez certains qui sont un petit peu tarés, qui disent non, t'es notre enfant, c'est nous tes parents, donc ta mère, il n'y en a pas, elle n'existe pas. T'as une femme qui t'a porté, mais c'est tout, ça s'arrête là. Non, c'est pas, ça s'arrête là. C'est que chez des enfants, plus particulièrement des adolescents, l'adolescent, à un moment donné, inconsciemment, il va commencer à dire oui, mais biologiquement, j'ai besoin de savoir d'où je viens, biologiquement. C'est-à-dire que mon ADN que j'ai là, peut-être qu'il y en a un des deux qui a fourni le spermatozoïde, hein, mais la mère,
Je veux savoir. Et là encore, on est aussi dans quelque chose d'assez flou, où administrativement et juridiquement, on laisse quand même des voies de possibles. Enfin voilà, vous voyez, c'est quelque chose quand même d'assez sérieux si on ne veut pas se retrouver demain avec des individus complètement déphasés psychologiquement et qui n'arrivent pas d'ailleurs même des fois à se forger dans leur personnalité, etc. Parce que tout simplement derrière, c'est pour ouvrir du marché, c'est pour ouvrir du processus mercantile, c'est pour satisfaire au consumérisme, pour satisfaire le plaisir, pour satisfaire le désir, alors que vous avez des gens qui, peut-être le désir, mais n'ont pas du tout la personnalité, la mentalité d'assumer derrière. Hein, peut-être que ma comparaison va être un petit peu simple, si vous voulez, sur le principe, mais c'est comme les gens qui, parce qu'ils voient un petit chaton ou un chiot, oh, c'est mignon, c'est sympa, etc., puis qui en achètent un, sauf qu'une fois que ça devient grand, si vous ne le dressez pas, si vous ne l'éduquez pas, ben, à un moment, l'animal va faire que des conneries. Et forcément, qu'est-ce que ça finit? Ben, ça finit par soit l'abandonner dans une forêt, il y en a même certains qui les zigouillent, hein, donc voilà, et on a même, parce qu'on a quand même eu des affaires sur ce point, même des fois des parents, enfin des mères ou des pères, etc., qui font de l'infanticide. On a des cas d'infanticide. Hein, je me souviens plus de son nom, celle qui avait congelé ses combien de bébés, je ne sais plus combien de bébés elle a congelé. Enfin, il y a un moment donné, là voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le problème des couples hétéros, c'est que on ne peut pas interdire aux couples hétéros, on ne peut pas réguler les couples hétéros pour qu'ils aient le droit d'avoir des enfants, pour s'assurer qu'ils vont bien les éduquer, etc. Donc du coup, à partir du moment où on laisse ce droit, cette liberté aux couples hétéros naturels, pourquoi le refuser aux gays, aux lesbiens, etc. Donc c'est pour cette raison qu'il y a ce débat aujourd'hui de dire on ne peut pas légiférer sur les couples hétérosexuels par des processus naturels, mais par contre on voudrait quand même éviter de limiter la casse concernant la PMA et la GPA. Hein, voilà, c'est pas de l'homophobie, c'est pas contre les LGBT, c'est pas contre les gays, les lesbiens, les trans, si vous voulez. Ça n'a rien à voir par rapport au genre, si vous voulez. Ça a à voir par rapport aux conséquences. C'est-à-dire le phénomène d'assumer la responsabilité avec maturité, avec sérieux, avec civisme, d'assumer la responsabilité d'avoir un enfant. C'est ce problème-là qui est aujourd'hui sur la table. Et enfin, la dernière chose, donc je vous ai expliqué que finalement, derrière le rideau de la loi bioéthique, c'est le premier pas certainement à l'ouverture de business, l'ouverture de marché, la libéralisation même du marché concernant la PMA et la GPA. Sauf que le deuxième problème, c'est que si on libéralise le marché, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte à tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va légitimer le consumérisme vis-à-vis de l'enfant. Si vous dématérialisez l'existence même légale en tant qu'individu d'un enfant, alors je ne sais plus quel mois aujourd'hui en France on considère le fœtus comme étant un être vivant. Je crois que c'est 3 ou 4 mois, je ne sais plus exactement, vous me rectifierez sur cette question. Mais vous avez des pays qui repoussent plus ou moins le temps. Je crois d'ailleurs me souvenir, tout d'un coup, je me souviens de ça, je me souviens de Marlène Schiappa, par exemple, qui, lorsqu'elle a été mise en place dans le premier gouvernement, avait plus ou moins réussi à soutenir le changement du délai à partir duquel on considère que le fœtus n'est pas un fœtus suffisamment développé et pour les histoires d'avortement, etc. Et que ça avait fait un tollé chez les féministes, et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'il y a un certain nombre de féministes qui ont déjà à l'époque considéré Schiappa un petit peu comme une guignole.
je crois qu'ils avaient prolongé de 12 ou 14 semaines, je crois, je ne sais plus exactement le délai, mais enfin ils avaient repoussé le délai selon lequel on pouvait éventuellement procéder à un avortement. Donc, si vous voulez, la loi bioéthique, c'est la porte ouverte à d'autres processus, à d'autres lois qui seront certainement mises en place, présentées ultérieurement, pour transformer ces processus médicaux, pour transformer cet aspect de droit à la santé, de droit à la procréation, pour aller dans des procédés à la californienne, c'est-à-dire, voilà, c'est open bar, c'est vous avez le droit d'aller voir qui vous voulez pour faire ce que vous voulez, etc. Et ça devient du commerce. C'est-à-dire qu'on commercialise l'enfant, la procréation devient un produit d'appel, devient un service commercial sur lequel vient s'incrémenter des investisseurs, s'incrémenter de la spéculation, etc. Dites-vous bien qu'aux États-Unis, c'est ça, hein, vous avez des tas d'entreprises aujourd'hui qui travaillent avec un certain nombre de laboratoires. Ces mêmes laboratoires appartiennent à des groupes, ces mêmes groupes sont des groupes financiers, ces mêmes groupes financiers spéculent, etc. Hein, je veux dire, aujourd'hui, avec l'affaire Gilead Sciences, hein, d'ailleurs, on vient d'avoir un rapport sur le remdesivir, qu'apparemment le remdesivir a confirmé que le remdesivir avait un taux létal qui n'était pas du tout convaincant, c'est-à-dire que là on est sur 13% je crois, ils sont à 13% de taux létal alors que pour d'autres traitements ils sont exactement à des niveaux quasiment identiques, donc ce qui prouve que le remdesivir n'est pas plus performant et n'est pas aussi efficace que certains le prétendent. Mais derrière, de toute façon, on sait que le remdesivir, ça va être vendu à 2000, je vous rappelle, à $2100 le traitement, hein, je crois qu'il y a 5 doses. Donc, imaginez demain qu'en France, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec des sociétés privées qui vous vendent un enfant. Voilà. Soit par la procréation assistée, soit par gestation par autrui. Hein, et là, ça devient un véritable business. Je veux dire, déjà, vous avez dans des pays, certains pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, normalement, ce ne sont pas des business légaux, mais il y en a qui font du business. Hein. Il y a aujourd'hui des parents en France qui sont prêts à payer des milliers et des milliers d'euros à une femme pour enfanter. Et après, y a un processus de couverture, d'adoption, pseudo-adoption, etc. Alors qu'en réalité, la femme a bien enfanté pour vendre son ventre, pour gagner de l'argent. Hein. Ça existe. Et ça fait depuis très longtemps que ça existe. Hein. Alors ce qui est quand même formidable, c'est que finalement, vous avez les médias qui vous disent « Ah oui, dans tel pays, machin, etc. » Puis en réalité, que font les autorités? Rien. Bah oui, parce que bon, quand même, quand vous avez des parents français qui reviennent en France avec un gamin qu'ils ont soi-disant adopté, alors qu'en réalité c'était une gestation par autrui, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas les mettre en prison, et puis le gamin dans la DAS, vous voyez, et c'est justement sur ce type d'argument, à un moment donné, quand vous allez envahir en France, je dirais pas le marché, mais quand vous allez tellement faire venir en France de procédés vendus à des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour X raisons, et que ces parents vont avoir finalement un enfant, mais un enfant qui leur a été obtenu, qu'ils ont obtenu de façon illégale par rapport à la loi française, vous comprenez bien qu'à un moment donné, en France, on va dire, bon, allez, c'est bon, open bar. On casse les règles, on casse les normes, etc. Mais là, après, c'est la porte ouverte. Ça va être la porte ouverte à tous les excès, y compris à l'eugénisme. En sachant que dans la loi bioéthique, ce qui est également discuté, c'est comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est le problème de la sécurité sociale, c'est-à-dire le remboursement par la sécurité sociale. Donc ça veut dire que n'importe quelle personne, une femme par exemple, qui tout d'un coup a une lubie, elle veut un enfant, hop, elle a le droit à la gestation pour autrui, couvert par la sécurité sociale. Et puis, une fois qu'elle a l'enfant,
Au bout de 6 mois, elle se rend compte qu'elle est incapable d'être mère, qu'elle est incapable. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rendre le gamin? Ou elle va l'abandonner suivant un processus administratif à la DAS? C'est ça que aujourd'hui, certains députés, certains législateurs disent attention, si vous signez ça, il va falloir assumer derrière. C'est-à-dire que le contribuable va devoir payer l'irresponsabilité et l'immaturité. C'est déjà le cas, hein. Mais là, on va passer à des niveaux au-dessus. Hein. Il est là le problème. Donc, alors, après, derrière également, et je vais terminer là-dessus, tous les autres problèmes éthiques, biologiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites un open bar sur un business, et ben le business, qu'est-ce qu'il va faire lui? Et ben il va aller à l'étape supérieure, à l'étape suivante. C'est-à-dire, à partir du moment où arrivé à un certain niveau, l'enfant devient un produit, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'on va faire ce qu'on est déjà en train de faire, mais dans des mesures, dans des réglementations draconiennes, etc. C'est-à-dire qu'on va mercantiliser l'enfant pour en faire de la pièce détachée. Je vous invite à voir un film, par exemple. Bon, alors, le film n'a pas très bien marché, il y a beaucoup de gens qui critiquent le film, etc. Mais le fond du film, la thématique du film n'est pas totalement innocente. C'est un film, je crois que c'est Brockenheimer qui a réalisé ce film qui s'appelle The Island. C'est un film avec Edwin McGregor et Scarlett Johansson. Je vous mets l'affiche ici. Donc The Island, et qui pose justement le problème de ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le clonage d'individus, hein, parce que la loi bioéthique, elle va aller dans ce processus aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que depuis, il y a quoi, encore 40 ans, il y a 40 ans, on disait le clonage, c'est interdit. Hors de question de faire du clonage. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait les apprentis sorciers sur des animaux, il y a eu la fameuse brebis de lit, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, et aujourd'hui, il est interdit de faire du clonage humain, mais quand on vous dit qu'on fait du clonage de cellules souches, les cellules souches, c'est des cellules qui sont destinées normalement à des thérapeutiques destinées pour les hommes. D'accord? Moi, je suis convaincu que, même si c'est interdit, il y a certainement aujourd'hui des projets secrets qui ont déjà effectué des expériences de clonage humain. Évidemment, c'est secret. Hein. Vous savez, la curiosité est toujours plus forte. Hein. Dire à tous les généticiens, etc., attention, interdiction de faire du clonage humain, vous pensez bien que vous avez certains États, vous avez certains pays, etc., qui voient l'intérêt de faire l'expérience du clonage humain. Et c'est pour ça que le film Island est très intéressant, parce que ça voudrait dire aussi que ça permettrait à des riches, des très riches, pour pouvoir vivre plus longtemps, pouvoir lutter contre les maladies, pourraient se payer un clone. Le clone étant forgé sur son propre patrimoine, sur son ADN, le jour où le mec il a un foie qui défaille, qu'il a un problème cardiaque, etc., hop, on prend le clone, on le découpe, on prend l'organe qu'on a besoin et on le met dans le propriétaire. Alors évidemment, là on est on est au-delà de l'éthique, là on n'est plus d'ailleurs dans de l'éthique, on est dans du consumérisme, on est dans du business. Alors, c'est de la science-fiction. Croyez-vous que c'est de la science-fiction? Moi, je pense qu'à mon avis, on est en train d'en prendre le chemin. Hein. Alors, officiellement, il n'y a pas de clonage humain. Mais quand on voit ce qui s'est passé, quand on voit l'évolution, justement, du clonage, de la manipulation génétique, du travail sur les codes génétiques, etc., on se rend compte qu'en 40 ans, on a quand même vachement évolué pour aller dans ce sens-là. Hein, je rappelle, il y a 40 ans, on disait hors de question, éthiquement, il est interdit de faire du clonage. Sauf qu'entre-temps, on est passé par du clonage animalier, on est passé sur le clonage de cellules souches. La prochaine étape, je veux dire, soyons pas idiots, soyons pas naïfs. Hein, je pense qu'il y a un moment donné, quand vous voyez d'ailleurs ce qui s'est passé en Chine, je ne sais plus quel type d'expérience ils ont fait, mais on est passé sur un cap.
Hein, de là, de ne pas croire que quelque part, dans un trou perdu de la Chine ou des États-Unis, des trucs comme ça, il n'y ait pas des gens qui se sont amusés à jouer les apprentis sorciers en faisant des clonages humains, je pense que les chances sont de 99,99%. Hein, qu'on soit bien clair. Ça, c'est mon opinion personnelle. Après, vous pensez ce que vous voulez. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que cette loi éthique, elle est importante, parce qu'elle va, si elle est votée, elle va ouvrir des portes. Elle va ouvrir des boîtes de Pandore, finalement. Et que ces boîtes de Pandore ne ressortira pas forcément des choses très très bonnes, et que ces choses pas très bonnes, à terme, ça va peut-être enrichir toujours les mêmes, mais qui va payer les pots cassés? C'est vous. Hein? Parce que quand vous allez avoir des problèmes génétiques, quand vous allez avoir des problèmes vis-à-vis des gamins, parce que les gens qui ont voulu un gamin se rendent compte qu'ils sont incapables de gérer un gamin, donc ils vont refourguer le gamin au service public, etc. Qui paye? Hein? Qu'on soit bien clair. Hein? Et inversement, qui aura la possibilité d'avoir accès, hein, parce que bon, pour l'instant on débat sur le remboursement de la sécurité sociale, mais la sécurité sociale, si demain les gouvernements futurs continuent le travail de désossage du pays, y compris donc de la fonction publique, et y compris donc du système social français, pour atterrir sur un système privé, qui aura les moyens de se payer la possibilité de se faire inséminer, ou la possibilité d'avoir une gestation par autrui, si ce n'est les gens qui ont les moyens. C'est-à-dire que les autres, hein, qui plus est les autres populaires, les gens dont on considère qu'ils ne sont pas très intelligents, qui n'ont pas beaucoup de talent, qui ne sont pas très éduqués, etc. Et dites-moi, ça ressemble vachement à certains romans de science-fiction, cette histoire. Gattaca, et donc d'ailleurs même la fameuse série dont je vous ai parlé, là, adaptée du roman de Aldous Huxley, hein, de Brave New World, le meilleur des mondes, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à terme, le business, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller là où c'est les meilleurs, les plus riches, pas forcément les plus intelligents, mais les plus riches. Les plus pauvres, eux, ils n'auront accès à rien. Donc on fera de la sélection. Le génisme. Le génisme, c'est ça, c'est la sélection. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un phénomène naturel, c'est-à-dire que même des enfants qui naîtront dans des catégories sociales pauvres, finalement, seront condamnés à ne pas avoir accès à ce que des gamins qui auront été artificiellement créés auront accès par défaut. Là, on n'est plus dans l'égalité des chances. Hein. L'égalité des chances, il y aura déjà longtemps que... Ou alors, ça sera l'égalité des chances, mais en apparence. Hein. Pour l'égalité des chances, hein, l'égalité dans l'ascension sociale, je vous ramène au spectacle de Franck Lepage, hein, qui explique ça très très bien. J'essaierai de vous remettre le lien d'ailleurs. D'ailleurs, je vous ai déjà mis le lien sur sa vidéo, sur son spectacle. Alors, le spectacle est assez long, je crois que le spectacle fait 2 heures, 2 heures et demie. Je crois que ce spectacle c'est Inculture, alors 2, hein, parce qu'il y a Inculture 2, et justement dans son spectacle il y a une section où il explique l'arnaque de l'ascension sociale, hein, pour tous. Vous verrez, c'est très intéressant, et c'est pourtant un spectacle qui a déjà une dizaine d'années, hein, et qui est vraiment très intéressant à voir, et qui ouvre un peu l'esprit sur la compréhension de certaines réalités, hein. C'est des choses qu'on vous dit, qu'on vous raconte, etc., pour l'égalité des chances, etc. Mais au final, en réalité, sur le terrain, on se rend compte que non, il y a toujours cette sélection, que voilà, on crée une société élitiste qui est extrêmement minoritaire au détriment des autres, parce qu'ils ne sont pas bien nés, etc. Hein, moi, j'ai cette expérience de quelqu'un que je connais qui vient de finir sa Sciences Po. Bon, il a décidé d'arrêter parce que il m'a dit c'est des guignols, quoi. C'est des guignols, c'est des guignols qui se croient sérieux, qui se croient intelligents et qui se sont dissuadés d'être l'élite.
hein. Alors quand vous avez Sciences Po et que vous avez aujourd'hui des ministres, etc., qui sont quand même aujourd'hui des ministres de jeune génération, hein. C'est des gens qui ont fait Sciences Po dans les années 90, hein, donc c'est déjà dans les années 90, Sciences Po, c'était déjà très idéologique, hein, qu'on soit bien clair. Donc voilà, je veux dire, ce qu'on avait dans les films, dans les romans, concernant la sélection, la classification, la partition par genre, etc. Et d'ailleurs, ça me rappelle une autre série peut-être. Enfin, à l'origine, c'est une bande dessinée française qui a été déjà adaptée au cinéma et qui là est adaptée dans une série qui est Snowpiercer. Où là encore, dans Snowpiercer, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais dans cette série, il y a déjà ce problème de partition, si vous voulez, d'une élite. On sépare l'élite du peuple, hein, du populeux, etc. Sauf qu'on se rend compte que l'élite vivant entre elles, finalement, au bout d'un moment, ne cherche plus l'excellence, elle se contente de ce qu'elle est, elle se contente de ce qu'elle a, et finalement, on se rend compte que cette élite, intellectuellement, n'est pas plus élevée au final que le populeux. Le populeux, lui, qui à un moment donné essaie de se reprendre en main, se reconsidérer et commence à comprendre les choses. Donc voilà, ce sont quelques références. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur cette loi bioéthique. On verra ce qui va en arriver, on verra comment les choses vont tourner. Je pense de toute façon que la loi va être votée, mais au moins, comme ça, vous êtes alerté, vous êtes informé sur la problématique de fond, hein, pas de forme, concernant cette loi éthique, concernant les accès, les libertés, les égalités de la PMA, de la GPA et des problèmes bioéthiques qui, à terme, pourraient amener en effet à confirmer l'arrivée de l'eugénisme, voire de transhumanisme, hein, puisque le transhumanisme, je rappelle, fait partie de cette vision de nos maîtres du monde. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là,